Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapante. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que tout redémarre comme vous l'entendez cette semaine. Alors, dans cet épisode de la pause fitness, on va parler de ce qui compte vraiment pour votre cœur entre le gras et le sucre. On va découvrir comment l'activité physique du simple footing au HIIT s'impose aujourd'hui comme un traitement redoutable contre l'anxiété, la crise de panique et la dépression. On va aussi parler d'autres sujets, mais avant de démarrer, je vais faire un petit point sur ma situation personnelle. Déjà, la première chose que j'ai pu découvrir cette semaine, je le savais, mais j'avais peu d'arguments par rapport à ça. C'est la composition du lait maternel. Vous savez, je suis jeune papa, donc il y a allaitement. Enfin, c'est pas moi qui allaite, hein, vous l'avez compris. Mais et je voulais savoir un petit peu dans quel état nutritionnel se trouve l'enfant quand il est allaité. Et en fait, un nourrisson exclusivement allaité n'est pas en cétose nutritionnelle au sens adulte, comme nous quand on fait une diète céto, et cetera. Parce que le lait maternel, en fait, il apporte une quantité réelle de glucides, notamment via le lactose, mais il se trouve dans un état de cétose physiologique, modérée et permanente. En gros, un nourrisson exclusivement allaité, il est, comment dire? Il va avoir une glycémie stable maintenue par le lactose et une, sécrétion d'insuline post-tétée, on va dire, mais il se trouve quand même dans un état de cétose physiologique modéré, stable et continu. En fait, le foie du nourrisson, il produit des corps cétoniques même en présence de glucose. C'est-à-dire que l'insuline a pas d'effet tampon sur, la fabrication de cétone par le foie et déjà, c'est parce que son métabolisme hépatique est très orienté vers l'oxydation des lipides, en particulier ceux du lait maternel qui sont riches en triglycérides et en acides gras facilement, bon, on va dire, assimilables ou je sais pas comment on pourrait dire ça autrement. Et surtout, comme je disais, parce que l'insuline chez le nourrisson, il n'inhibe pas la cétogénèse avec la même efficacité que chez l'adulte. Et les corps cétoniques, et c'est en fait, chez le nourrisson, il faut savoir que c'est pas un carburant de secours, mais c'est vraiment un substrat normal et prioritaire pour son cerveau. Faut pas oublier que proportionnellement à la taille du nourrisson, le cerveau est énorme, donc il a besoin d'énormément de ressources. Enfin de ressources, de carburant, quoi. Et il l'utilise à la fois pour produire de l'énergie et pour synthétiser les lipides complexes, nécessaires à sa croissance cérébrale et à la myélinisation. Alors ça, c'est la gaine. Comme autour d'un câble électrique, vous avez une gaine pour pas vous électrocuter, autour des nerfs et tout ça, vous avez une gaine qui s'appelle la gaine de myéline, qui permet d'isoler, en fait. Ce qui explique que le glucose et corps cétonique coexistent et soient consommés simultanément sans signe de stress métabolique. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que, forcément, ma femme est diététicienne. Moi, j'ai le parcours que j'ai, avec le nez dans les études et puis, dans la diète, l'entraînement et tout depuis des années et forcément, on a envie de comprendre et c'est vrai qu'on a mis comme, standard l'allaitement,
Enfin, c'est même pas de l'allaitement, c'est, nourrir son enfant avec du lait en poudre. On on dit aux jeunes parents et tout que ça, c'est la norme et que si vous avez le courage, vous pouvez allaiter. Je trouve que c'est dommage d'avoir ce genre de discours. Alors pas tous, pas toutes ont ce discours, mais ce serait préférable d'encourager l'allaitement et de dire: «Dans le cas où vous n'auriez pas la possibilité d'allaiter», parce qu'il y a des fois, il y a des cas où, la maman ne peut pas allaiter et pas pour des raisons de confort, hein, ni d'esthétique, ni quoi que ce soit, mais vraiment des raisons, physiologiques ou d'ordre médical ou autre. Elle ne peut pas allaiter. Alors il existe telle et telle solution. Donc, le lait en poudre ou, je sais que maintenant il y a des endroits, je ne sais pas si on appelle ça des lactariums ou je sais plus comment, pour justement, permettre aux mamans d'avoir du lait maternel. Donc celles qui en ont trop peuvent en donner et cetera. Et c'est intéressant de voir en fait, parce que j'ai regardé la liste des ingrédients sur les laits en poudre, ça fait flipper quand même, hein. Bon après, est-ce qu'un lait maternel, d'une personne qui mange mal, est de bonne qualité? C'est un autre débat. Mais, bon, voilà, c'est quelque chose qui, à mon sens, n'est pas souvent dit, sauf, dans les endroits, spécialisés et cetera. Et pareil, par exemple, ça c'est une étude que j'avais lue il y a quelque temps déjà, mais vous savez, si vous tirez votre lait pour, votre enfant, sachez une chose, c'est que, en fonction de l'heure de la journée, votre lait ne contient pas la même chose. Par exemple, un lait tiré en début de nuit dans l'obscurité contiendra plus de mélatonine. Donc c'est important de le savoir parce que si vous avez une routine où vous tirez votre lait le matin, quand le soleil est sorti et que vous vous servez de ce lait pour le biberon de 23 heures et que votre enfant dort pas, et alors je dis pas que c'est la raison, mais ça peut être une des raisons. Donc mieux vaut et ça demande rien, hein, si vous tirez votre lait, vous avez certainement les machines avec les poches pour écrire au marqueur de enfin pas au marqueur, mais vous écrivez au stylo dessus, machin, vous mettez l'heure ou le logo nuit, jour. D'ailleurs, je crois que certains ont le logo, nuit et jour. D'ailleurs, ces poches en plastique, microplastique, enfin bon bref. Il y a beaucoup à faire encore là-dessus, hein. Maintenant que je m'intéresse un peu, alors il y a les biberons en verre, c'est bien, hein, mais les poches, quand on veut congeler, c'est des poches en plastoc. Donc on peut congeler certainement les nous, on a acheté des petits récipients individuels qui ne sont pas des biberons en verre pour, stocker, mais par défaut, c'est encore des poches en plastique, souvent parce que pour stocker, c'est plus facile, c'est plat, ça se range facilement et tout, mais bon. Et alors je fais un pont avec, justement, maintenant, et je crois même que dans les recommandations européennes, alors pas encore françaises, mais européennes, ils parlent de la diète cétogène pour, la perte de poids et plus seulement pour, l'épilepsie ou certaines pathologies, mais maintenant c'est reconnu pour la perte de poids au niveau européen, pas au niveau, France, enfin je crois pas en tout cas, mais en tout cas au niveau européen ça l'est. Et c'est intéressant de voir que ceux qui ont des effets psychopositifs avec la diète cétogène, bah, en fait, la réponse est déjà si l'enfant a besoin d'avoir toutes ces cétones pour la construction de son cerveau qui est, énorme par rapport à la taille de son corps, c'est pas étonnant que chez celui qui a envie d'empêcher le déclin, ça peut être une bonne idée, quoi, cognitif, hein, de consommer des cétones ou d'avoir une approche cétogène. Alors je sais que ce sont des régimes qui déclenchent beaucoup de de bruit, beaucoup de parce que c'est nouveau, ça fait peur et surtout ça touche les affects, énormément les affects. Les affects dans le sens où ça fait consommer des graisses, là où beaucoup de gens, ont freiné des cas de fer, face aux graisses pendant des décennies. Ça fait consommer des produits animaux, là où, beaucoup de personnes, veulent défendre la cause animale et tout ça. Et tout ce que je dis là, il y a pas de jugement, hein, parce que dire à des gens, du jour au lendemain: «Maintenant tu vas t'arrêter au feu vert et avancer au feu rouge», donc l'inverse de ce qu'ils ont fait pendant des années, c'est compliqué. La cause animale, on parle même pas de santé ou d'alimentation, on parle de là, c'est émotionnel, ce sont des gens qui ont une sensibilité bien plus forte que la nôtre, quoi. Et on a beau se défendre quand on mange de la viande en disant: «Oui, mais on choisit la bestiole bien élevée et tout», c'est mieux. Mais eux, ils y touchent même pas. Ils la laissent vivre, quoi. Donc c'est, dans tous les cas, mieux. Après pour la santé de l'individu, ça ne l'est pas mieux.
mais pour, la santé de l'animal, ne pas le tuer, ça reste, l'idéal quand même. Bien sûr, il y aura toujours des débats comme pour la voiture électrique et tout ça, mais fondamentalement, vous voyez où je veux en venir. Et il y a des affects aussi parce que quand on parle d'alimentation cétogène, très pauvre en glucides et cetera, et ben, on parle surtout de supprimer ce qui domine dans l'alimentation de beaucoup de personnes. Très souvent, moi, quand je vois une personne en surpoids, je me vois dans le passé et je la vois comme une personne qui mange beaucoup de féculents, qui est, féculent, addict et j'ai jamais, mais je dis bien jamais, hein, discuté avec une personne qui aurait des problèmes à mincir et qui aurait déjà retiré, les glucides et les féculents de sa diète. Ça ne m'est jamais arrivé. Dans le cabinet de ma compagne non plus. Jamais, jamais, jamais. Il y a tout le dénominateur commun, il y en a qui vont dire: «C'est l'excédent calorique et tout». Il faut être plus pointu que ça. Faut zoomer plus sur, l'approche alimentaire de l'individu. C'est très souvent féculents. Alors pain, pâtes, riz, les fruits pour ceux qui mangent des fruits, des gâteaux et tout. Mais c'est pas des produits sucrés forcément, des sodas ou des gâteaux sucrés et tout, mais ça va être beaucoup de sucre sous forme de glucides, tout simplement. C'est pour ça que quand je parle d'affect, je parle très souvent de il y a une résistance à basculer dans une nouvelle diète parce que on va toucher au précieux, quoi. Et le précieux, quand, ce sont des glucides qui composent, 55, ou 60 des calories, consommées quotidiennement, c'est problématique, quoi. Et c'est de la même façon chez ceux qui font une diète végane mal conduite, ce sont des gens qui ont énormément de mal avec ça parce que ils vont avoir toujours trop de glucides par rapport à ce qu'il leur faut, même s'ils prennent de la B12, de tout ça qui n'a rien à voir d'ailleurs, mais ils vont toujours avoir chaque prise de protéines sera quasiment toujours accompagnée de glucides, sauf s'ils prennent des produits, soja et tout ça, mais globalement, à chaque prise de protéines, parce que ça va être quoi? Ça va être des céréales et des légumineuses, puisqu'ils mangent pas d'œufs, ils vont apporter des glucides, donc ils peuvent avoir se retrouver avec des problématiques, de surpoids, de ventre, de physique mou, en fait, de physique où ils se sentent pas, énergiques et tout. Et c'est pour ça, moi, je leur tire mon chapeau parce que pour une cause animale, pour une cause, écologique et cetera, il y a un réel sacrifice. C'est pour ça que certains parlent souvent de religion végétale et cetera. Moi, je trouve qu'il y a un réel sacrifice du végan dans son approche, en fait. Il y a vraiment le côté où on se sacrifie pour son prochain et son prochain, c'est le règne, enfin, c'est la planète, c'est l'animal et tout ça, quoi. Et même, c'est même son voisin parce que l'objectif étant que la planète, perdure, que le climat s'améliore et tout. Donc il y a depuis que j'ai vu les choses comme ça, j'ai plus de respect, on va dire, quand, alors que c'est pas une mode, quoi. À la base, je voyais ça comme une mode, une tendance, alors que non, pas que, quoi. Moi, j'en serais incapable parce que je suis trop averti en lisant beaucoup d'études et tout, que c'est pas l'idéal pour l'individu. Ce serait plus, en tout cas pour moi, je parle, hein, et j'ai besoin en fait, je suis un comment on pourrait dire? Intolérant aux glucides. J'ai une forme d'intolérance aux glucides assez, assez importante, enfin, j'ai essayé, des tas de façons différentes d'en consommer, des tas de sources différentes et je m'abîme sérieusement, en fait, avec les glucides. Donc voilà, c'est comme ça, c'est peut-être, triste pour moi. Il y en a pour qui ça marche très bien, encore que j'attends de voir après 50 ans. Mais chez moi, ça n'est pas entendable. J'ai pas besoin d'être en cétose, mais mon corps, en fait, me pardonne pas, que ça soit au niveau de ma peau, au niveau de mes humeurs, au niveau de mon énergie, au niveau de mon sommeil. Je fonctionne mal comme ça. Donc forcément, quand on fonctionne mal avec, des quantités de glucides, alors quand je dis pas de glucides, c'est pas zéro glucide, hein. C'est pas de glucides, comme, est recommandé depuis des années, c'est-à-dire, un peu plus de 50 de l'assiette, quoi. Moi, ça fonctionne pas du tout, chez moi. Tant mieux pour ceux chez qui ça fonctionne et dans ce cas-là, on peut être, 100 full végétal et tout, mais quand ça fonctionne pas, c'est compliqué, quoi. Bref, donc ça m'a intéressé comme sujet et il y a un autre sujet, donc on va parler beaucoup, des crises de panique et des crises d'angoisse, dans cet épisode, mais je vais pas en parler tout de suite parce qu'avant, il y a 2 sujets que je voudrais aborder avec vous. Le premier, c'est sur la pyramide alimentaire américaine.
On va parler des pour, des contre, de ce qu'on vous a pas dit sur le sujet. Donc ça, je vous invite à aller voir. C'est mon enquête personnelle et mon analyse sur cette nouvelle pyramide alimentaire américaine. Vous avez vu, ils ont renversé la pyramide. Donc allez voir, je vous ai mis un lien dans les notes de l'épisode, pour que vous puissiez aller voir toute mon analyse. Et je voulais parler aussi du cœur et des glucides, ce qui compte vraiment. Donc les chercheurs ont suivi, donc c'est une étude, hein, sortie, je vous ai mis le lien aussi, toutes les références sont citées dans l'épisode, hein. Les chercheurs ont suivi près de 200 000 professionnels de la santé pendant 30 ans et ont comparé les régimes pauvres en glucides et ceux pauvres en graisses. L'effet protecteur contre l'angine et l'infarctus ne dépend pas du ratio de glucides, mais la réduction du risque vient avant tout de l'origine des calories. Donc les sujets qui privilégiaient des graisses ou des glucides issus de céréales complètes, légumineuses et huiles de qualité avaient 15 à 25 de maladies coronariennes en moins, tandis que ceux consommant des aliments ultra transformés avaient un risque accru. Donc encore une fois, on voit bien l'importance de cette fameuse alimentation non transformée, etc., pour, pour la forme. Et là, on voit pour le cœur. L'étude repose sur des questionnaires auto-administrés et une population principalement blanche qui limite son extrapolation à tout le monde, et les auteurs insistent sur la nécessité de favoriser des aliments bruts plutôt que de diaboliser un macronutriment spécifique. Alors moi, je suis toujours d'accord avec ça, mais j'ai l'impression qu'on rabâche toujours la même chose en disant: «Faut pas manger d'ultra transformé, faut pas manger d'ultra transformé». Mais moi, je pense que c'est un peu, l'iceberg de la diététique. C'est un peu le sommet de l'iceberg, tu sais, en surface, il y a compter ses calories et manger des aliments bruts. Donc en gros, ne pas consommer d'aliments ultra transformés et ne pas manger, sans compter ses macros. Donc ça, c'est, on va dire, le sommet. Tout le monde est d'accord pour dire: «Faut manger moins que ses besoins pour maigrir» et de pas manger d'aliments ultra transformés et cetera pour la santé et puis même pour mincir parce qu'on a vu qu'à calories égales, ils faisaient plus grossir. Mais après quand on passe sous la surface, on va, et ce qui est le plus intéressant parce que c'est là où on maîtrise plus, OK, on mange plus transformé, OK, on essaye de faire attention à ses macros, mais pourtant, le physique est pas encore satisfaisant, quoi. On n'arrive pas à bien définir les abdos, et ben, en fait, c'est que tous les macros ne se valent pas. Et c'est-à-dire que 1000 calories de glucides, 1000 calories de lipides, 1000 calories de protéines, le devenir dans l'organisme ne sera pas du tout le même. Et si on ne maîtrise pas ça, ce que j'essaye de vous apprendre depuis des années avec le club VIP et tout, on ne maîtrise rien, en fait. Alors ça veut pas dire qu'on n'arrive pas à maigrir et à perdre du poids, mais en fait, le rendu dans le miroir n'est pas satisfaisant. Par exemple, la musculation n'est pas un sport à viser perte de poids. On ne perd pas de la musculation bien faite, on ne perd pas de poids. On perd du gras, ce qui est différent. De la course à pied, on perd du poids. On perd et du gras et du muscle. Et oui, et ça, ce sont des subtilités. Il y en a qui n'y connaissent pas grand-chose et qui disent: «Non, avec la course à pied, on peut ne pas perdre de muscle». Il faut m'expliquer comment, sans stimulation de la masse musculaire et des foulées avec son poids de corps sur une jambe, c'est pas suffisant, je suis désolé, même répété, plusieurs fois par semaine, pour maintenir de la masse musculaire. En fait, on maintient la masse musculaire à hauteur de son poids de corps, quoi. Ce qui n'est pas, ce qui est non recevable, j'ai envie de dire. Il faut faire plus, et même d'ailleurs les recommandations officielles déconseillent de faire que du cardio. Ils mettent du renforcement musculaire dans l'équation pour rester en forme, quoi. Donc là, pour ceux qui veulent avoir un cœur, alors le cœur, c'est souvent un sujet très sensible parce que c'est à la fois le truc qui alerte le plus. Vous savez, quand vous allez signer un contrat d'assurance, je sais pas si vous faites un crédit ou je sais pas trop quoi, ceux qui vous prêtent de l'argent ont envie de connaître l'état de votre cœur, hein. Parce que, le cœur, c'est vraiment le number one qui clignote et tout, si vous avez cœur fragile ou comportement qui peut le fragiliser et cetera, vous aurez des difficultés à obtenir un emprunt, donc en prendre soin. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que ça marche pas dans l'autre sens. Si on arrive avec, toutes ces stats, sur sa montre Garmin, tous ses calories sur MyFitnessPal ou j'en sais rien, peu importe, hein, toutes les photos de ses assiettes depuis 10 ans, on arrive à la banque: «Voilà, je voudrais faire un crédit», ça devrait être hyper, ou même sa mutuelle, quoi. Voilà, pour un nouveau contrat de mutuelle, il y a moyen d'avoir des mensualités à 10 balles par mois si j'ai ce mode de vie-là, ce serait bien.
que la réponse soit oui, quoi. Alors que c'est plutôt, non et si tu fais pire, c'est pire, quoi. Donc par défaut, tu as déjà un truc élevé et enfin bon, tu as compris, quoi. Donc bon, ça sur la partie sur le cœur, vous avez compris. J'avais envie d'en parler parce que, je me rends compte on en est toujours au sommet, de l'iceberg et maintenant, faut rentrer en profondeur, quoi. Je parle au niveau du grand public, hein, je parle pas de nous, on essaye de le faire, mais bon, deuxième sujet, donc l'exercice comme antidépresseur. Donc là, on n'est pas encore dans les crises de panique et les crises d'angoisse, on est seulement dans le côté antidépresseur. Donc une revue d'envergure de plus de 90 études conclut que l'activité physique réduit nettement les symptômes de dépression et d'anxiété, parfois plus que les médicaments ou la thérapie par la parole, ce qu'on appelle aussi thérapie parlée. Les effets sont les plus marqués avec des exercices d'aérobie ou de sport en groupe, donc cardio en groupe. Pense à quoi? À du foot, d'aller courir. D'ailleurs hier j'ai été courir, enfin j'étais pas courir, j'étais marcher avec, mon bébé, en forêt, pour lui montrer tous les bruits, les sens, les odeurs, le froid sur les joues, toutes les différences d'humidité et tout ça pour lui développer ses sens et puis parce que c'est un super moment partagé. J'adore la forêt, j'ai envie de lui faire connaître ça, même à 3 mois et c'était hyper agréable parce que les beaux jours sont revenus ici. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde dans la forêt. Pourtant, c'est une forêt assez dense et assez compliquée, pour y accéder. Heureusement que j'ai une poussette tout-terrain. D'ailleurs, j'ai fait du curl, pour lever les 2 roues arrière sur au moins, je sais pas, on va dire, 60 du parcours, ce qui m'a fait un bon gainage, des biceps. Mais, de voir les gens en groupe, ça a vraiment un côté, positif quand on les voit courir et tout et là, c'est vraiment ça qui a le plus gros effet antidépresseur, heu, donc d'aller courir en groupe, il peut y avoir des effets marqués sur la dépression et l'anxiété, enfin sur le côté antidépresseur, on va dire et sur l'anxiété et ça peut même durer jusqu'à 3 mois. 3 mois d'effet. Donc la pratique régulière pourrait ainsi devenir un outil thérapeutique à part entière et les auteurs soulignent que l'intensité et la fréquence doivent être individualisées et que certaines études présentaient un biais de publication blablabla. Malgré ces limites, l'analyse suggère que l'entraînement supervisé en petite classe est plus efficace que les séances libres. Bon, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est d'avoir encore une fois un appui sur la pratique de l'activité physique pour les symptômes, on va dire, d'humeur, dépression et cetera. Alors, bien sûr, je suis pas psychiatre, je suis pas professionnel de santé et jamais de la vie je vous dirais de vous automédiquer, surtout sur des pathologies lourdes comme la dépression ou autre. Mais de remettre beaucoup d'intérêt sur la pratique du sport et rappelez-vous une chose, vous aurez jamais beaucoup d'appui sur des choses qui ne sont pas vendables. Faire enfiler ses baskets et aller courir, les seuls qui vont le marketer, ça va être les vendeurs de baskets. Mais c'est pas suffisamment puissant, pour vous motiver quand vous êtes au cœur d'une dépression, anxiété XXL et tout ça. Vous avez vraiment besoin d'un accompagnement pour aller faire du sport parce que naturellement, vous vous sentez pas capable et surtout vous avez en fait une inversion des causes et effets des effets de la cause, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est complètement inversé. C'est-à-dire que vous attendez d'aller mieux pour vous mettre au sport. Or, c'est le sport qui vous permettrait d'aller mieux. C'est comme quelqu'un qui attendrait d'être fatigué d'être complètement reposé pour aller se coucher. Non, c'est parce que tu vas te coucher que tu vas te sentir reposé. C'est la même chose, en fait mais c'est contre-intuitif parce que le sport a une dimension, sur le moment, d'épuisement. Ça nous fatigue sur le moment, on s'épuise à faire du sport. Mais en fait, en s'épuisant à faire le sport, on se nettoie. C'est un petit peu comme quand vous faites le ménage, vous vous épuisez à faire le ménage, mais derrière, c'est tout neuf, c'est tout propre, quoi. Sauf qu'il y en a beaucoup, ils réfléchissent comme si faire le ménage, vu que c'est épuisant, bah, ça sera plus sale après. Eh non! C'est l'inverse et cette inversion, en fait, du sens met beaucoup de personnes qui sont en dépression ou en petite déprime légère ou autre, de s'y mettre.
et ils attendent comme ça des mois, des années avant de refaire du sport parce que ils se disent: «Là, je suis pas prêt, mon système nerveux n'est pas frais, n'a pas complètement récupéré et tout». Sauf qu'ils vont cramer des années de vie, hein, à attendre, parce que et d'ailleurs, ils vont retarder à mort leur, retour, j'ai envie de dire, sur scène, quoi. Sur scène étant la scène de la vie, active, bah, alors professionnelle, personnelle, amoureuse, tout ce que vous voulez, quoi. Et aujourd'hui, on a des données maintenant qui le disent, ça y est, qui mettent un coup de tampon, exercice validé comme traitement, comme un des traitements pour, justement ces pathologies-là et ce qui est, enfin moi je trouve ça bien quoi. C'est qu'on arrive à il y a d'enlever le doute sur des choses comme ça, c'est bien. Alors faire du sprint contre la panique, le HIIT fait mieux que la relaxation. Alors je sais pas si alors je vais parler de l'étude d'abord, mais il y a eu un essai randomisé, chez 102 adultes souffrant de troubles paniques, crises de panique et cetera, qui a comparé 12 semaines d'exercice intermittent de haute intensité, donc on marche, puis on court à allure quasi maximale, à des séances de relaxation musculaire. Et les patients du groupe sportif ont vu leur fréquence et la sévérité des crises de panique ou crises d'angoisse diminuer significativement. Les auteurs pensent que le cardio à très haute intensité, donc le HIIT, agit comme une exposition interoceptive naturelle. Donc, petit rappel pour ceux qui maîtrisent pas les crises de panique et tout, l'exposition interoceptive, en fait, c'est quand vous avez des symptômes en dedans du corps. C'est-à-dire, comme on est une crise de panique, très souvent, c'est qu'on va avoir une palpitation un peu chelou, on va avoir une température, une suée, une sueur froide ou des choses comme ça, ou des vertiges ou un tremblement, quelque chose que notre amygdale va détecter comme une menace et qui va demander au surrénal de presser à mort, les bourses, d'adrénaline, quoi. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver, en panique parce qu'on aura mal interprété ou surinterprété ce qu'appelle, je sais plus comment il s'appelle ce médecin, il appelle ça le bug, un bug. En fait, c'est un bug, il y a pas de cause, infantile, je sais pas trop quoi. Moi, j'ai longtemps cherché d'ailleurs des causes dans le passé à cause de mauvais rendez-vous médicaux, qui m'avaient dit: «On va investiguer», alors qu'il y avait que dalle, il y avait que dalle. Mais bon, c'est comme ça, et je comprends, médico-légal, il faut s'assurer tout ça, mais il y avait vraiment, bon voilà, je le dis, l'exposition interoceptive naturelle, le cardio à haute intensité est un très bon outil pour vous exposer en fait au désagrément, par exemple au cœur qui bat vite et tout. Alors il y en a qui vont se dire: «Mais c'est pas possible, mon cœur va battre vite, je vais faire une crise de panique». Mais en fait, il y a quelque chose qui se passe. Alors je termine ma lecture et je vous le dirai. L'augmentation du rythme cardiaque et de la respiration permettrait de désensibiliser au ressenti de la panique tout en améliorant la forme physique. Toutefois, l'étude manque de suivi à long terme et ne permet pas de déterminer si les bienfaits se maintiennent après l'arrêt de l'entraînement. Donc déjà, pourquoi arrêter l'entraînement? C'est comme, est-ce que ça se maintient après l'arrêt d'un régime sain? Mais pourquoi arrêter de manger sainement? Est-ce que ça se maintient après l'arrêt de la cigarette? Mais pourquoi arrêter, pourquoi reprendre la cigarette, tu vois? Enfin, c'est toujours des trucs bizarres comme ça, les formulations. Mais bon, bref. Ce que je voulais dire sur le cardio, alors moi, j'ai été victime de crises de panique il y a des années. Je vous en ai déjà parlé dans pas mal de podcasts, mais là, c'est sujet d'en remettre une tartine et je me suis longtemps battu pour essayer de comprendre. Alors, on essaye de tout comprendre, les causes d'avant, pourquoi j'en ai fait une, machin, d'essayer de trouver un raisonnement logique et en fait, on fait erreur. Vouloir mettre de la logique à quelque chose qui ne l'était pas. Quand je dis quelque chose qui ne l'était pas, moi, je vous rappelle la crise de panique que j'ai pu faire dans le passé. J'étais au boulot, donc quand j'étais encore salarié, avant que je me mette à mon compte, donc ça remonte à ça devait être entre 2005 et 2006, 2007, quelque chose comme ça. Je prends ma pause déjeuner et en prenant ma pause déjeuner, j'étais tout seul dans mon bureau avec ma petite gamelle là et puis, bah, du coup, j'allais sur mon ordinateur pour, me divertir un petit peu, regarder autre chose que ce que j'avais à faire pour le boulot et à la fin de mon repas, d'un coup, j'ai eu une palpitation différente des autres. C'est-à-dire comme si quelqu'un venait me mettre un coup de poing, mais de l'intérieur, c'est-à-dire pas un coup de poing comme si quelqu'un me donnait, si quelqu'un me filait un coup de poing dans le haut du thorax. C'était vraiment
comme si quelqu'un était à l'intérieur de mon thorax et me mettait un petit coup sec, pam, en haut du thorax, proche de la gorge. Et donc du coup, je me dis: «C'est quoi ce truc-là, quoi?» Donc premier truc, c'est: «Tiens, ça m'est jamais arrivé». Sauf que le «tiens, ça m'est jamais arrivé» s'est transformé à «si, c'était un truc un peu plus grave». Et là, d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, mes surrénales ont balancé à mort d'adrénaline. Le «si» ça devenait sérieux est devenu «c'est sérieux» dans mon corps, dans mon esprit. Tout mon corps s'est transformé en scénario d'urgence, quoi. Sauf que, pour rappel, vous avez de l'extérieur un individu assis sur sa chaise, en train de manger sa gamelle et voilà. Alors certes, à l'époque, j'étais obèse, j'avais 2 travails, un travail de jour, un travail de nuit, je buvais trop de café, j'étais stressé dans une vie que j'aimais pas. Ce qui a dû me conduire à beaucoup de fatigue et avoir ce petit bug, en fait, tout simplement. Sauf que moi, j'étais pas averti de ça et donc j'ai limite rampé jusqu'à un collègue de travail pour lui dire: «Appelle le SAMU, je vais clamser». Et j'étais pas fier, j'étais blanc, transpirant et tout. En plus, je travaillais dans un univers qui était assez viril et donc du coup, les collègues, quand ils sont arrivés: «Bah alors, machin», et moi, je pensais vraiment que j'allais crever. Immédiatement, j'ai dormi 3 heures. 3 heures immédiatement. Je me suis allongé, on avait pas une pharmacie, une infirmerie sur le lieu de boulot que j'avais. Je suis allé m'allonger à l'infirmerie, j'ai pioncé 3 heures non-stop, hein, non-stop. De là à arrêter 3 semaines pour faire tous les examens et tout, parce que j'étais jeune, hein, donc pour rappel, quand on est jeune, on a ça, on flippe un peu, quoi. Alors là, cardiologue, médecin, tout ça, on trouve rien monsieur, on trouve rien monsieur, on trouve rien monsieur, mais aucun n'était compétent sur les crises de panique et les crises d'angoisse. Aucun n'a été capable de me dire: «Monsieur, vous avez juste», enfin plutôt jeune homme parce que j'étais, on peut même pas appeler ça un monsieur à l'époque, même si j'étais adulte, je payais mes factures, j'avais mon logement et tout ça, j'étais encore un gosse, quoi. Vous avez simplement fait une crise de panique. Ça arrive à tout le monde et cetera, et d'ailleurs, j'en veux un peu, à la aux hommes de l'ancien temps, j'ai envie de dire, sur le manque de transparence là-dessus. Alors, il l'était à demi-mot, parce qu'en fait, les crises de panique et les crises d'angoisse, elles sont partout au cinéma, à chaque fois. Si vous avez vu le film, Iron Man, 3, heu, vous voyez qu'il fait des crises d'angoisse à répétition. Si vous avez vu, les X-Men là, Logan là, Wolverine et tout, dans son sommeil, il se réveille en sursaut, avec les griffes qui sortent et tout, il fait des crises de panique et des crises d'angoisse. Pour des trucs un peu plus subtils, dans la série Breaking Bad, qui est le personnage le plus masculin et le plus viril? C'est le beau-frère, du héros, donc Hank Schrader, et qu'est-ce qui se passe dans l'ascenseur? Je crois que c'est même dans la saison 1 ou saison 2, mais c'est assez tôt dans la série. Qu'est-ce qui se passe? Il fait une énorme crise d'angoisse. Vous avez plein d'autres cas comme ça, plein d'autres cas. Dans Les Sopranos, Tony Soprano, les crises de panique et d'angoisse qu'il fait. Dans Mister Robot aussi. Je crois qu'il y a plusieurs crises qui sont filmées. Bon bref, il y a un on l'accepte très facilement et d'ailleurs ça met beaucoup de charme au récit dans les films et tout. Ça crée de la vulnérabilité et puis du coup, comment il va surmonter ça? Mais par contre, je note énormément de difficultés à en discuter entre mecs, aujourd'hui. Alors moi, j'ai eu la chance, et puis je pense que quand on avance un petit peu, et puis moi j'ai pas de problème avec, enfin j'ai plus de problème avec la confiance en moi ou ce qu'on appelle, aujourd'hui la virilité et tout. J'ai pas de souci avec ça. Moi, je peux parler, librement. D'ailleurs à mes potes, j'en ai parlé, des crises de panique que j'ai pu faire et tout. Le fait d'en avoir parlé, on était 4, donc 3 potes et moi. Sur les 4, le fait que j'en parle, chacun m'a raconté une histoire à lui, où il en a vécu une. Et alors ce qui est marrant, c'est que c'était toujours un schéma qui se ressemblait, donc c'était pas les mêmes symptômes, mais c'était toujours des situations, c'est toujours vécu de la même façon. Et c'est très simple en fait, parce que la crise de panique, c'est une peur intense où le corps en fait pour affronter cette peur, va sécréter l'intégralité des substances pour qu'on puisse se défendre, courir, et cetera.
Sauf que nous, on est immobile la plupart du temps quand on vit ça et justement, on dit: «On va se calmer, on va souffler et tout». Sauf que, ben, le corps, lui, ce qu'il veut, c'est fuir, se battre ou faire quelque chose et nous, on se met en immobilité totale. C'est pour ça que quand vous vivez, vous dites: «Mais c'est pourquoi c'est super désagréable, je veux plus jamais en vivre». Mais on va en vivre des situations comme ça. Quand tu fais le Space Mountain ou un grand 8 ou que tu fais une descente en VTT, tu prends ton VTT, tu fais une descente dans les graviers un peu rapidement, tu passes entre les arbres. Là, je te garantis que si je te mets dans le bain hormonal et le bain de neurotransmetteurs que tu as durant ta descente en VTT, l'injecte immédiatement quand tu es assis dans ton canapé devant ta série préférée, tu vas te dire: «Je vais claquer, je vais crever». Parce qu'en fait, il y a une dissonance entre ton environnement et ce que tu vis dans ton corps. Mais quand il y a un bon alignement, donc descente de VTT, bombe d'adrénaline et tout, là, c'est normal et cohérent. Le problème, c'est que la crise de panique, c'est l'état du VTT de descente ou du Space Mountain, mais sans le décor, sans la situation, sans le mouvement et ça crée un bug. Donc on se dit: «Vu qu'autour de moi c'est sécure, je suis dans mon canapé chez moi et que je suis comme ça veut dire que ça vient de dedans. Donc j'ai un problème à un organe ou à mon cerveau, ou je fais une tumeur ou j'en sais rien et je vais claquer». Et c'est ça, en fait, la problématique des crises de panique et des crises d'angoisse. Alors, on peut mettre de la nuance entre panique et angoisse, parce que la panique, c'est vraiment le point final, en fait, c'est le bouquet final. Tu sais, la crise d'angoisse, c'est le feu d'artifice et la crise de panique, c'est le bouquet final, tu vois? Le bouquet final, c'est vraiment, là, ça lâche toute la sauce, quoi. C'est là, tu peux plus rien contrôler, tu même si tu as fait ta respiration et tout avant, tu sens que là, c'est je crève. Tu as beau l'avoir vécu des centaines de fois, tu te dis: «Et là, si c'était la bonne?» La bonne veut dire, celle qui allait me terrasser, quoi. Et souvent derrière ça, il y a quoi? Il y a les gens se montent en panique parce qu'ils ont peur de tomber, ils ont peur le contrôle, le peur d'avoir honte qu'on les trouve dans un état comme ça, donc du coup, ça fait monter la presse. Voilà. Et moi, je peux en parler librement aujourd'hui parce que je l'ai vécu et en fait, j'en ai rien à foutre. Tous les héros que j'ai regardés à la télévision les ont vécus aussi et pour moi, je pense que c'est un moyen de les, pour tous ces auteurs-là, de les exorciser. On n'écrit pas sur ça, quand on est scénariste, si on n'en a pas vécu, personnellement. Donc c'est un moyen de les exorciser et si on n'est pas scénariste ou si on n'a pas parce que l'écriture marche bien aussi, hein. C'est une chose que j'avais pu faire moi, d'écrire sur tout ça au lieu de laisser du brouillard mental, ça marche super bien. Mais c'est vrai que le sport, moi je me souviens au début, quand je partais courir, faire du hit et tout ça sur les stades, je me disais: «Mais c'est pas possible». Je me freinais volontairement presque. Je me disais: «Ouh là, je vais pas faire trop monter» et en fait, il suffit juste d'avoir un bon échauffement, de pas au début, hein, je parle, hein, d'avoir un bon échauffement pour, bien dilater et chauffer, toute la machine et progressivement, en fait, de monter en intensité jusqu'à sprinter à 100 et là, en fait, ça passe tout seul et on ressent une libération d'endorphines de fou d'avoir été capable d'affronter ça, quoi. Et bon, ben, voilà, il y a des études qui le montrent aujourd'hui, c'est pas juste, Théo qui vous en parle dans un podcast, c'est, sprint contre panique, le HIIT fait mieux que la relaxation. Alors je dis pas qu'il faut arrêter la relaxation, attention, hein, puisqu'apprendre à respirer, notamment par le ventre, ça vous permettra de désamorcer beaucoup de crises. Mais le but, c'est pas de les désamorcer, en fait, de se dire: «Regarde, j'ai le contrôle et tout». Le but, c'est de se rendre compte que c'est pas grave, en fait. Et pour ça, ça peut être intéressant aussi de se mettre dans le rouge. Dans le rouge, d'aller dans des palpitations un peu hautes et de se dire: «Regarde, en fait, c'est normal». Et vu qu'il y a le mouvement avec, on désamorce. Mais il faut avoir l'intention d'y aller pour désamorcer et pas l'intention parce que quand vous faites le grand 8 et tout, souvent on oublie, qu'on est capable on fait pas l'association, en fait. Et et là, y aller en mode thérapie, ça peut être intéressant, quoi. Donc voilà, je voulais en parler parce que je suis conscient qu'il y a alors les femmes, elles ont tout compris là-dessus, hein. Elles en parlent librement, elles évacuent, elles les font sortir, quoi. Elles en parlent à leurs copines, elles en parlent au to-be facilement. Il y a moins de gêne là-dessus. Nous, malheureusement, les hommes, beaucoup se vont dire, «J'ai fait une hypoglycémie» ou «J'ai fait un malaise vagal», qui n'est pas totalement faux, hein, de faire un malaise vagal, c'est possible, on peut faire un malaise vagal. Mais souvent, on va utiliser des termes qui sont qui nous émasculent moins. Alors que, eh oh, une bonne crise de panique là,
Crise d'angoisse. T'inquiète pas, tu sais la crise de panique, la vraie, hein, celle qui te dit: «La mort est là», en fait, elle te regarde droit dans les yeux. Je te parle pas de la pti les gens qui disent: «J'ai paniqué un peu parce que j'étais coincé dans l'ascenseur, pendant 1 minute 30, parce que, il y avait 3 étages à monter», ou juste tu sens un peu de la transpiration le long de la colonne pour ceux qui sont sensibles à ça. Là, je parle vraiment de la vraie panique, celle qui te met en mode: «Je ne peux même plus communiquer avec l'extérieur». T'es en boule par terre et même autour de toi, les gens ont peur et ils appellent le SAMU. Je te parle de celle-là, hein. Quand tu as vécu ça plusieurs fois dans ta vie, en fait, tu pas vécu d'expérience de mort imminente, réellement, donc t'es pas mort et puis on t'a ramené à la vie. Mais par contre, tu fleu la mort, elle était là, en fait. Elle était dans ta tête. Je te parle pas en vrai. En vrai, non, elle l'était pas, c'était un bug. Mais toi, tu as eu l'impression que c'était ta dernière heure. Et si tu en as vécu 10, bah, tu as vécu 10 fois cette expérience, là où des personnes l'ont vécu zéro. Donc toi, quand, ton heure, ta vraie arrivera, tu auras une forme d'entraînement, quoi. Tu sais à quoi t'attendre, quoi. Il y aura pas de surprise, en fait, hein, tu as déjà vécu ça et donc c'est une force, je trouve, hein, de l'avoir déjà vécu. Enfin, moi, je le vis comme tel et surtout, ben, moi, je trouve aussi que c'est un rappel à l'ordre, souvent. Parce que souvent, on fait des crises de panique ou des crises d'angoisse quand au fond de nous, on sait qu'on fait tout un tas de choses pas correctement, mais on les met un peu de côté et on a la tête dans le guidon. Et en fait, la crise de panique, parfois, elle arrive en se disant elle te met un bug et qui te permet de te recentrer, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et parce que c'était une accumulation de fatigue et une forme d'arythmie ou comment on appelle ça là, les extrasystoles ou je sais pas trop quoi, qui te fait disjoncter, un battement cardiaque, ouais, tu sais, moi je me rappelle, ce battement avait été tellement fort, il m'avait fait tousser, quoi et bon, j'étais allé voir cardiologue et tout, j'avais fait les examens, qu'il fallait et j'avais rien et donc du coup, c'est hyper angoissant et quand je me suis rendu compte alors internet était déjà là, le smartphone non, donc on n'avait pas internet dans la poche, même si 2007 c'est l'iPhone, mais pour rappel 2007 l'iPhone sort, notre cerveau n'était pas préparé à mettre un prix comme ça dans un téléphone portable. On en était encore au Samsung D500, clapet coulissant ou moi je me rappelle j'avais les HTC ou les je sais plus quoi là, les Pocket PC là, Windows Mobile et tout. Bon, c'était un enfer ces trucs-là, mais on n'était pas prêt à mettre un prix aussi cher, dans un téléphone. Donc on n'avait pas internet tout le temps, on avait internet quand on mettait le cul, sur un bureau, ou dans un cybercafé ou dans des trucs comme ça. Cybercafé. Je pense qu'il y en a qui savent même pas de quoi je parle et donc du coup, on était bien moins informés et l'ouverture des et les podcasts, le podcast n'existait pas les gars. Enfin ça existait, mais c'était pour des c'est pas sur des sujets comme ça, donc on était vraiment seuls là-dedans et les hommes n'en parlaient pas et donc c'était assez compliqué, de trouver des réponses. Aujourd'hui, faire des crises de panique en 2026, franchement, j'ai presque envie de dire: «Vous avez pas d'excuses, si vous arrivez pas à trouver des solutions en moins d'un an, quoi». Parce que maintenant, vu le nombre d'ouvrages qui existent sur le sujet et puis le nombre de vidéos, de machins, de conférences et tout, enfin voilà, quoi. Et moi, j'ai trouvé surtout que ce qui m'a le plus aidé, au-delà de comprendre, les mécanismes internes et tout de ce machin et de savoir que c'est un bug, c'est de sortir des illusions du développement personnel et d'apprendre à vivre sans recette toute faite, parce que moi je pense que le développement personnel, début des années 2000 là jusqu'à, je enfin toute l'ère, où ça a été très à la mode là du développement personnel, donc jusqu'à peut-être, jusqu'aux années 2015, peut-être un peu après encore, ou c'était ouais non encore un peu après, peut-être jusqu'à 2020. Il y a eu vraiment beaucoup de développement personnel et moi j'ai lâché parce que c'était en permanence, pas du tout ce que je recherchais. Ça résonnait pas en fait. C'était comme, une aspirine sur un mal de tête. Ça marche sur le moment, mais il y avait pas grand chose et en fait, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'apprendre à maturer en fait. De ce que j'ai appelé moi la maturation personnelle, d'apprendre à switcher de l'adolescent ou l'adulescent comme on appelle ça, c'est-à-dire on n'est plus vraiment un ado parce qu'on est adulte, mais on n'est pas vraiment un adulte comme on voit, les autres adultes. On est dans cette zone un peu
bâtarde où, on veut la liberté de l'adulte, mais on se rend bien compte que le monde nous paraît encore un peu trop grand autour de nous, pour nos épaules. Et quand j'ai compris comment switcher, en fait, de cet état, d'adolescent à cet état d'adulte, j'ai noté que ces crises-là, panique et tout, ouais, elles en fait, même dans mes souvenirs, elles ont plus le même poids. Parce que j'en ai pas fait depuis des années maintenant, mais il ce la peur d'en refaire était restée très, très, très présente pendant des années. J'en avais pas refait depuis déjà 5 ou 10 ans, mais j'avais quand même la peur d'en refaire, ce qui est quand même fou. Truc que tu as pas vécu depuis une décennie, te fait toujours peur. Et en fait, le fait d'avoir cette maturation personnelle, ça m'a vraiment aidé. Et d'ailleurs, il y a des gens qui m'avaient demandé: «Mais est-ce que tu pourrais en faire une vidéo de cette philosophie et tout?» Oui, j'en ai fait une vidéo et oui, je vous la mets en lien. Elle s'appelle «Les illusions du dev perso», donc du développement personnel et apprendre à vivre sans recette toute faite. Je vous le mets en lien du podcast là, si vous voulez aller voir. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a aidé, mais par contre, c'est vous allez après avoir vu ça, il y a beaucoup de bouquins de votre bibliothèque que vous allez mettre en vente sur Vinted, hein. Je vous le dis. Bon, tant mieux, ça va vous faire 3 sous pour vous acheter peut-être ceux que je vais vous recommander, de lire. Mais vous allez passer un cap, quoi. Enfin moi, en tout cas, c'est ce qui m'a fait passer un cap, voilà. Bon, en tout cas, si vous avez crise de panique ou crise d'angoisse, sachez que si vous m'écoutez depuis des années, moi aussi j'en ai fait des crises. Je sais exactement ce qu'on vit. Je sais, entre guillemets, les causes universelles puisque, elles sont très bien documentées et on peut d'ailleurs même les lister une par une, enfin, il y a quand même quelque chose, il y a des schémas très récurrents, en fait, sur le déclenchement de ces crises-là et moi, je trouvais ça intéressant d'en parler dans mon podcast parce que, il y a beaucoup de personnes qui arrêtent de faire du sport à cause de ça, quoi et parce qu'ils ont peur de faire monter leur rythme cardiaque ou d'autres qui ont peur d'aller en salle de sport, ah oui, parce que dans les crises de panique, il y a aussi des fois des cas d'agoraphobie, de choses comme ça et donc ils se privent de vivre, en fait, et ça, attention danger. Attention danger parce que ça peut vraiment, pourrir la vie, quoi et quand on voit que le sport peut être le traitement justement, notamment, faire du cardio à haute ou moyenne intensité selon votre niveau au début. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut vous réconcilier avec vos sensations internes, quoi et heu et j'ai jamais réussi à calmer quoi que ce soit en étant passif dans les crises de panique et crises d'angoisse. Il faut avoir une méthode active. Donc passive, par exemple, l'hypnose et tout, marche pas, ça marche pas. Il faut une démarche active, c'est-à-dire où vous attendez pas que le résultat arrive, où le résultat, vous allez le chercher. Voilà. Bon, je vous parle de tout ça dans les illusions du développement personnel, heu et heu et comme ça, au moins, vous aurez plus d'informations sur ma philosophie par rapport à tout ça. Je vous le mets en note d'émission. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et n'ayez pas peur de parler de ces putains de crises. Il y a pas de honte, que vous soyez un homme, une femme, que vous ayez de la barbe ou plus de cheveux ou peu importe, on s'en fout, en fait. Si vous déverrouillez la parole là-dessus, vous verrez que votre collègue de boulot va en parler. Enfin, c'est voilà et s'ils en parlent pas et s'ils en ont pas vécu, tant mieux pour eux. Voilà, ne leur en souhaitez pas, c'est pas cool. Mais voilà, mais c'est une expérience qui vous est arrivée à vous. Il y a pas de honte et tous les plus grands, tous les héros et tout en ont vécu aussi dans les films. Regardez, cherchez bien dans les films, hein, vous le verrez très souvent. C'est matérialisé par des suées nocturnes où ils se réveillent en hurlant, enfin des choses comme ça, mais c'est ultra fréquent. Donc voilà, vous avez le droit d'être aussi, votre propre héros de votre propre film, quoi. C'est tout. Bonne journée à toutes et à tous et très bonne semaine. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la
nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc, ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc, tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.